Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Entre vos lignes, cette tribune d'expression libre et démocratique réservée aux professionnels de médias qui analysent à leur manière les différents sujets d'actualité ici au pays et pourquoi pas dans le monde. Nous sommes aujourd'hui vendredi 24 juillet 2015. C'est un réel plaisir pour moi de vous savoir nombreux en train de regarder ce programme. Alors aujourd'hui, nous avons retenu pour vous deux sujets que nous allons analyser et commenter avec les estimés confrères qui sont avec moi sur ce plateau. Nous allons parler d'abord de ce calendrier publié hier par la Commission électorale nationale indépendante, calendrier pour l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces issus de démembrement. Donc on va parler de ce calendrier, voir si ce calendrier n'aura pas d'incidence sur l'ancien calendrier ou le calendrier global publié par la Commission électorale nationale indépendante. Nous parlerons également de l'investiture hier par la Cour constitutionnelle des membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Quel travail feront ces animateurs, ces membres de la CNDH? Est-ce qu'ils seront libres? Ils auront la main libre de pouvoir travailler en toute indépendance? Quel rôle ils vont jouer dans notre société? Voilà les deux principaux sujets que nous allons aborder avec mes estimés confrères qui m'ont fait l'amitié de venir de venir participer à cette émission. J'ai à ma droite, tout près de moi, un habitué de cette émission. Il s'agit de Serge Kabongo. Serge, bonjour et bienvenue. Merci, très cher confrère. Il est du canal Congo Télévision. Exactement. Merci d'être là. Et à ma gauche, les tribuns, Nico Faimbikaj. L'unique. Toujours en forme. Hein? Toujours. Je crois que la pétition évolue. Ça devient une coutume pour nous de commencer toujours avec la pétition. Ça évolue quand même. En tout cas, estimé, avec tout le respect que je vous dois, je vous dis que non, c'est la tombe à pic que j'ai opté pour faire cela. Et nonobstant les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, mais néanmoins, lorsque l'on se décide de faire de descendre sur le terrain, on collecte beaucoup de signatures, mais il faut vous mettre en tête que non, il y a des difficultés que nous rencontrons, suite aussi à l'emploi du temps et suite aussi aux problèmes d'ordre financier. Très bien, on va voir ça prochainement. Enfin, j'ai mon ami Joël Kadé Danga de Impact News. Bonjour et bienvenue, cher confrère. Merci. Voilà, Pius Romain devrait en principe être avec nous, hein. Bon, il a connu un petit empêchement de dernière minute. Bien, il m'a demandé de vous présenter ses excuses, hein, chers téléspectateurs, parce qu'il vous respecte beaucoup. Il m'a chargé de vous présenter ses excuses. Alors, chers amis, on va faire quand même une fausse ouverture avec l'actualité africaine qui vient de nous parvenir. Il s'agit de la réélection de Pierre Nkurunziza comme président de la République burundaise. Alors, est-ce que c'était une surprise, Serge Kabongo, au regard de la situation que nous suivons de près depuis un temps dans ce pays? En tout cas, personnellement, je ne suis pas surpris comme les autres personnes. C'est d'abord, ce n'est même pas une information pour moi, parce que vous avez suivi tout ce qui a été à la base de cette élection contestée. Mais je trouve plutôt que le plus dur commence pour Nkurunziza, le plus dur commence pour le Burundi, parce qu'aujourd'hui vous avez un pouvoir, un régime contesté, non pas seulement au niveau interne, mais aussi au niveau externe, parce que je ne sais pas si vous avez bonne mémoire, vous avez suivi ce que l'Union européenne a dit hier, qu'elle était en train d'envisager des sanctions concernant certains dirigeants, mais aussi tous ceux-là qui troublent l'ordre public, tous ceux-là qui sont à la base des violences. Mais je ne vois pas un pays comme le Burundi et qui vit sous la perfusion de la communauté internationale, qui vit sous la perfusion de l'Union européenne, être en déphasage un peu avec cette mamelle nourricière. Donc je trouve que le plus dur commence et son élection n'est pas une surprise. Non, même pas une information. Même pas une information. Mais par Très contre, bien. c'est un très mauvais exemple pour le Congo démocratique, notre pays, un très mauvais exemple pour le Congo-Brazzaville, avec Sassou qui essaye à patrouiller
la Constitution, mais aussi pour le Rwanda, avec déjà plus d'un millier de signatures pour la pétition en faveur de la révision constitutionnelle, mais aussi pour le président ougandais qui est lui-même se retrouvant dans une même situation que Pierre Nkurunziza avait aller au-delà de son mandat. Mais malheureusement, je constate qu'il y a une certaine complicité non avérée, je dirais même avérée, de certains États de la région, de la sous-région même, qui soutiennent, qui financent même Nkurunziza dans cette démarche machiavélique et diabolique, allais-je dire. Très bien, Serge Kabongo. Nico Faye-Mbikaï, 69% des voix obtenues par Pierre Nkurunziza. Vous pensez que c'est un jeu du pouvoir en place pour faire croire aux gens que les élections étaient quand même crédibles? Non, Fidèle. Parce qu'on pensait quand même qu'il allait faire plus de 80%. Non, Fidèle, il faut aussi dire quelque chose. J'ai toujours interdit aux gens de boycotter. Dans un régime démocratique, lorsque vous ne voulez pas de quelque chose, ça ne sert à rien de boycotter. Parce qu'elle est faite par vous de boycotter. Vous allez rester. Ceux qui sont pour celui que vous contestez vont aller. Même s'ils sont à deux. C'est la décision qui sera prise en compte et cette décision-là va vous engager tous. C'est pour cela que je conseille. Vous ne voulez pas de quelque chose. Allez massivement mais votez contre. Parce que le fait par vous de vous abstenir favorisera celui que vous contestez. Ce qui est arrivé, c'est logique. Parce que beaucoup qui étaient mécontents, beaucoup de partis politiques de l'opposition avaient déjà boycotté cela. Ils n'ont pas participé. Ils n'ont pas participé. Mais la décision qui vient de tomber là va engager tout le monde. Et que, d'ailleurs, hier, j'ai entendu, même ceux-là qui étaient contre, cherchaient déjà des négociations pour qu'on puisse former un gouvernement d'union nationale. Mais, dans des situations pareilles, ce genre de situation, lorsque vous demandez la participation, la formation des gouvernements, effectivement, celui que vous contestiez hier va accepter pour que vous puissiez vous retrouver autour de lui pour que s'engage tout le monde. Et c'est pour cela, il faut parfois, lorsqu'on refuse certaines choses, il faut réfléchir le pourquoi des refus et le pourquoi de s'engager. Refuser de participer et aujourd'hui chercher à ce qu'on forme un gouvernement d'union nationale, c'est contradictoire. Ça s'est passé au Zimbabwe avec Tsvangirai qui avait boycotté, après il a cherché à intégrer le gouvernement, c'est contradictoire. La balle est dans le camp des opposants. C'est pour cela que les oppositions africaines sont butées à des difficultés d'ordre financier. Et que aussi longtemps que ces oppositions africaines demeureront dans l'extrême pauvreté dans laquelle se trouvent aujourd'hui, je vois très mal les oppositions africaines renverser la vapeur. Très bien. On va conclure avec Joël Cadet. Vous, personnellement, vous étiez le premier parmi nous ici à pouvoir avoir cette information de la réélection de Pierre Nkurunziza. Il a obtenu 69, vous avez dit 69,41%. 41%. Et son poursuivant direct a obtenu combien? Agathon Rwasa. Agathon Rwasa, il a obtenu quelque chose de 18%. Mais 18%. Pas de précision. Le poursuivant direct de Pierre Nkurunziza. Alors comment vous interprétez ce résultat? Non, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé il y a quelques années au Sénégal, il avait fait un discours où il a dit que l'homme africain n'est pas encore entré dans l'histoire. Avec la manière dont nos présidents africains sont en train, n'est-ce pas, de vouloir réviser les constitutions pour briser le consensus, pour briser le contrat social qui a été conclu à Arusha pour le Burundi, à San City pour la République démocratique du Congo et pour le Congo-Brazzaville dernièrement. Donc, il y a lieu de comprendre, de ne plus condamner Nicolas Sarkozy parce qu'Africains, nous sommes loin d'entrer dans l'histoire. Et le Burundi, déjà, avait une très bonne expérience. Plus de 4 présidents, anciens présidents en vie. Donc, c'était quelque chose d'envier. Qui vivent au pays. Donc, nous là d'ailleurs, nous la RDC, nous sommes en train d'envier avoir un ex-président auquel on peut faire référence. Aujourd'hui, si Mobutu était au pouvoir, je crois que certaines personnes auraient recouru à sa sagesse. Comment est-ce que vous aviez résolu... S'il était en vie, vous voulez dire? Oui, s'il était en vie. En effet. Ah, mais merci pour la correction. S'il était en vie, donc on pouvait recourir à sa sagesse, on pouvait recourir à son expérience, on pouvait recourir à son expertise. Mais aujourd'hui, qui n'est plus, on va demander à qui? Mais au Burundi, je crois, avec cette rupture du contrat social signé à Arusha,
consacrés par la Constitution, je crois que Kourouziza va remettre encore le pays dans les assassinats des anciens présidents de la République et nous allons encore replonger. Mais je crois, par rapport à la République démocratique du Congo, ça ne m'intéresse pas. Parce que la question burundaise, elle est totalement burundaise, avec des implications sur les Burundais qui sont... parce que le contexte burundais n'est pas à confondre avec le nôtre, c'est deux ethnies, dont les Hutus, où Kourouziza est issu, ils ont 90% pratiquement, donc c'est une guerre pratiquement ethnique, c'était une élection ethnique. Mais quelle est son implication, son incidence sur les déroulements des choses chez nous en RDC, avec la chasse? Vous concluez aussi. Oui, avec la chasse et les réfugiés qui viennent chez nous, qui ne vont plus rentrer chez eux. Ils sont déjà plus de 14 000, il paraît. 15 000. 15 000. La donc, voisine à présent 15 000. Oui, donc c'est une insécurité qui va encore demeurer au sud Kivu, au nord Kivu. Donc ça ne sera pas demain après demain, parce que ces gens, quand ils viennent, ils ne veulent plus rentrer chez eux. Et c'est là que j'en appelle à nos autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour que nous ne puissions pas avoir une guerre exportée une fois de plus sur les sols comme on l'a congolais. connu vers les années 90, précisément en 94, avec Voilà. l'afflux de réfugiés rwandais, aujourd'hui devenus des FDLR et autres. Alors, on va reprendre rapidement notre premier sujet. On va parler de la publication hier par la Commission électorale nationale indépendante du calendrier pour l'élection de gouverneurs et des vice-gouverneurs des nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. Deux dates importantes à retenir, du 24 au 28, opération de dépôt des candidatures, 31 août, élection proprement dite, et puis publication des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. D'abord, Serge Kabongo, quand vous avez jeté un coup d'œil sur ce calendrier, quelle impression vous avez eue en premier lieu? Première impression, c'est que la CENI a totalement repris ses prérogatives comme organe, comme institution indépendante, organe d'appui à la démocratie. Deuxième lecture, c'est un revers essuyé par le tout-puissant vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bochab, qui, contre toute attente, a voulu, je ne sais pas moi, par quelle alchimie, s'arroger tous les pouvoirs conférés à la CENI, publier un calendrier, je dirais même diabolique, antidémocratique, ne tenant même pas compte des réalités sociopolitiques. J'aurais bien voulu que ce soit un simple enseignant de l'école maternelle qui puisse baser son analyse sur de telles situations. J'aurais bien voulu que ce soit un étudiant, je vais terminer, j'aurais bien voulu que ce soit un simple étudiant en première année graduate. J'aurais bien voulu que ce soit un élève de 6e année primaire qui ne maîtrise même pas des b à bas de la politique, faire des choses pareilles. Mais quand ça vient d'un professeur d'université... J'aimerais ajouter une question. Est-ce que du professeur Évariste Bochab et de la CENI a violé la loi? Mais écoutez, dans la CENI, Parce que les calendriers proposés par les vice-premiers ministres Évariste Bochab, c'était dans les stricts respects des délais impartis, c'est-à-dire les 120 jours depuis l'entrée en fonction de la commission qu'on a mis en place pour étudier l'effectivité des démembrements des provinces concernées. Parce que Évariste Bochab a dit... Maintenant, je vous laisse tout le temps, vous-même vous analysez. C'est une émission, allez-y. Vous allez compléter, vous allez reprendre la parole. C'est juste une façon de dire que ce n'était pas à lui d'organiser l'élection, mais en tant qu'exécutif, il a proposé conformément à la loi. Mais vous savez que ce qu'il a proposé par rapport à ce que la CENI nous a donné aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Vous savez que la CENI a tenu compte de beaucoup de préalables. La CENI ne va pas là-bas pour organiser les élections. La CENI, au terme de la Constitution, il ne revient rien qu'à cette CENI de pouvoir s'assurer du bon déroulement des scrutins. Donc il ne revenait pas au ministre de l'Intérieur. Et d'ailleurs, quand il fallait remplacer les vice-gouverneurs décédés, je crois, au niveau du Maniema ou au nord, au sud Kivu, la CENI, les ministres de l'Intérieur ne nous avaient dit mot. Quand il fallait remplacer Koyagialo, Bassete Guérengo, lui, Alphonse Derez Mémoire, la CENI, les ministres de l'Intérieur n'avaient dit mot. Et d'ailleurs, les ministres de l'Intérieur appelaient les Congolais à une patience et à un peu plus des patriotismes. Mais d'où tire-t-il ces prérogatives pour pouvoir nous produire un calendrier électoral? Mais regardez tout simplement les calendriers de Malumalu et sa bande. Vous allez voir que ces calendriers prend en compte tous les processus, parce qu'il ne s'agit pas de décréter les élections. Il faut aussi tenir compte des cours d'appel qui doivent connaître des contentieux qui seront issus de ces scrutins. Et les contentieux, mon cher ami
infidèle. Ça ne commence pas simplement par la publication des résultats. Les contentieux commencent par même les dépôts de candidatures, parce que vous publiez la liste pour les candidats. Il y a des candidats qui peuvent aller au niveau des cours d'appel pour contester une candidature. Mais vous n'avez même pas encore mis en place ces structures sur le plan administratif. Vous voulez faire un découpage physique. C'est tous les problèmes de ce pays. On a comme l'impression que notre gouvernement, on a comme l'impression que le ministre de l'Intérieur, le tout-puissant vice-premier ministre, a toujours pensé qu'il faut tirer, comme disait Christian Bossembe, avant de cibler. Non, non, non. On ne gère pas un pays par des états d'âme. On ne commence pas par tirer avant de fixer. On cible avant de tirer. On a comme l'impression que la République est gérée par le fait d'essais erreurs. On avance quand ça ne marche pas et on veut rectifier les tirs. Je vais terminer en disant, quand vous avez, en disant, excusez-moi, quand vous avez le vice-premier ministre qui amène un projet de loi portant sur la loi électorale, il y a eu mort d'homme. Le vice-ministre échoue. Le vice-ministre échoue. Ça, c'est le premier revers. Deuxième revers, il écrit un livre sur la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation. On n'a pas révisé la constitution. Maintenant, on se rend compte que Bochab, avec un découpage précipité, Bochab qui s'arroge même les droits d'aller fixer un calendrier. Je vais terminer rapidement. Non, non, on est unique. Comme il n'a pas réussi, attendez, je vais terminer. Comme il n'a pas réussi à faire réviser ou à réviser la constitution, il amène maintenant les pays dans l'inanition. Troisième chose, il amène, je vais terminer. Troisième chose, il amène un projet portant répartition des sièges à l'Assemblée nationale avec la majorité dont il est ici. Cette majorité rejette cette loi. Dernier fait, dernier revers de Bochab. Il amène encore le calendrier impopulaire imposé avec toute arrogance. La CENI désavoue ça, c'est une désillusion et on devrait tirer les conséquences. Très bien. Nico Fahim-Bika, est-ce que vous êtes de cet avis que le vice-premier ministre, Évariste Bochab, je lis la loi, au regard de ce que Serge Kabongo vient d'avancer comme argument? Bon. D'abord, les calendriers, comment vous le jugez? Les calendriers publiés hier. Parce que Évariste Bochab, le vice-premier ministre, a fixé l'élection du 27 au 13. Mais la CENI a retenu la date du 31 août pour l'organisation du scrutin proprement dit. Oui. Je crois que non, quand bien même c'est un réveil tardif et stratégique pour la majorité, mais elle a fait tout pour s'inscrire dans la logique de la Constitution. Parce que la Constitution en avait déjà parlé et que la balle restait dans le camp du gouvernement de matérialiser cela. Mais aujourd'hui, presque fin mandat, l'on se précipite. Comme venait de le dire Serge, que on est en train d'étouffer le délai constitutionnel pour qu'on se retrouve devant un fait accompli, pour qu'on glisse ensemble. Et que le calendrier est là, la CENI a fait son travail, il respecte le délai. Est-ce que la CENI... Est-ce la CENI ou Évariste Bochab qui a respecté la loi? Parce que Évariste Bochab est resté dans le délai fixé par la loi, mais la CENI est allée au-delà. Non, non, ici nous devons faire la part des choses. Le problème ne se pose pas sur le dépassement. D'abord, commençons par dire, qui est-ce qui avait la latitude de fixer le calendrier électoral? C'est la CENI. C'est là où le vice-premier ministre avait péché. Parce que quand bien même vous pouvez être dans le cercueil, mais étant donné que la loi ne vous autorise pas de le faire, il est de bonne loi de respecter quand même, pour des raisons de règles et de l'art, respecter quand même que la CENI fasse son travail. Mais lorsque vous vous précipitez à faire le travail d'une autre institution, quelque part, ce n'est pas élégant. Mais, quant à ce qui me concerne, le calendrier est sorti. Le délai imparti a été pour le découpage, aller du 13 avril au 13 août. On a respecté cela. Les gouverneurs qui seront élus par les députés provinciaux. Je ne pense pas que non, c'est une opération mécanique. C'est facile parce que je ne pense pas qu'il y aura par province 30 députés provinciaux. C'est une simple élection. Voyons voir comment ça va se passer. Mais le reste à venir, c'est après cela. Parce que ces gouverneurs
ne mettront pas l'ont fait. Hein. Je crois, si j'ai bonne souvenance, au mois d'octobre ou novembre, il y aura campagne et puis élection. Octobre, élection. Alors, c'est une phase transitoire qui ne va permettre qu'à expédier les affaires courantes pour permettre l'installation de nouvelles provinces. On reste dans cet angle-là. Joël Cadet, la Commission électorale nationale indépendante est là pour organiser un mandat électif de 5 ans et non 4 mois, parce que l'élection qui va être organisée pour les gouverneurs de nouvelles provinces, c'est un mandat électif de 4 mois. Est-ce que vous ne pensez pas que la CENI aussi a violé la loi des programmations? Bon, très cher confrère, vous allez me dire, quelle est la seule loi au monde, dans notre pays, qui a déjà été respectée? Le gouvernement congolais nous a appris que tout ce qui est dans l'intérêt de la population, on ne se précipite jamais pour le mettre en pratique. Il s'agit notamment de l'éclatement de la Cour suprême de justice en Cour de cassation, Cour constitutionnelle, Conseil d'État. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été fait. L'établissement, n'est-ce pas, de cours d'appel sur toutes les autres provinces, le travail pouvait se faire en aval, comme aujourd'hui les provinces scolaires. Hein, aujourd'hui, comme les circonscriptions foncières ont été réparties sur l'ensemble du pays, donc vous avez déjà, à partir des provinces scolaires, avec Maker Mongo, vous avez déjà les 26 provinces qui vivaient déjà. Donc on pouvait aussi, les autres services, commencer par là, la police, mais parce qu'on tend vers un régime répressif, on tend vers, nous sommes dans une sorte de démocratie dictatoriale, hein, une dictature constitutionnelle que l'on veut imposer dans ce pays. Vous avez compris que les premières structures qui ont été mises en place, ce sont les commissaires provinciaux. Et qui sont, maintenant que je vous parle, dans un atelier... Préciser les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise. La sécurité avant tout, hein. Non, la sécurité là, moi je n'ai jamais vu. Notre police aujourd'hui, lorsqu'un Congolais est en face, ce n'est pas comme du temps de l'AFDEL où quand vous quittez le travail tard, vous rentrez à la maison, vous croisez les militaires de l'AFDEL, vous croisez la police, vous êtes en sécurité. Aujourd'hui, nos agents de l'ordre, lorsque vous êtes en face d'eux, donc ils constituent un objet d'insécurité permanente. Mais ce sont des cas isolés, vous n'allez pas quand même dire que toute la police... Non. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'est-ce que je voudrais dire? Ce que je veux dire, c'est ceci, très cher confrère, espérant obtenir le même temps d'antenne que les amis. Ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que il y a cette précipitation du vice-premier ministre que mon confrère appelle le tout-puissant, je ne sais pas pour quelle raison. Mais ça arrose le pouvoir de la CENI. Alors, il s'arrose le pouvoir de la CENI, il devient tout-puissant. Le vice-premier ministre, ce qu'il est en train de faire dans la précipitation ici, n'est qu'une... Est-ce qui cache la forêt. Une question de précision. Est-ce que vous pensez que le vice-premier ministre Évariste Bochab agit seul en tant qu'individu ou il fait tout simplement appliquer les prescrits de la Constitution? S'il vous plaît. Évariste Bochab, c'est la matière grise du régime. Évariste Bochab, c'est le bouclier du régime. Évariste Bochab, c'est le socle du régime Kabila. Donc, c'est un des socles, c'est un des fondements de ce régime. Et c'est un des laboratoires qui réfléchit sur comment conserver, maintenir le pouvoir. La précipitation, pour vous, c'est quoi, par exemple? Mais la précipitation, écoutez... Il a été... démembrement, c'est précipité? Non. Il a été établi par la Constitution actuelle qu'après l'installation de toutes les institutions élues, issues des élections, il fallait 36 mois après que l'on mette en place les 26 provinces. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait en 2009? Pourquoi ne l'a-t-on pas fait en 2011? L'occasion, pourquoi le faire? Parce que ça n'a pas été ça n'a pas été prévu par le budget. Pourquoi cette précipitation fait mandat? Donc il y a quelque chose. En effet, est-ce que puis-je rejoindre Serge Kabongo lorsqu'il dit que Évariste Bochab, qui avait élaboré un ouvrage sur soit la révision constitutionnelle, soit c'est la mort de la nation. Aujourd'hui, on est en train de se battre pour... On est en train d'aller vers un cul-de-sac. On est en train d'aller vers un blocage. On est en train d'aller vers pratiquement la mort de la nation. Parce que la nation est définie comme... Est-ce que je peux définir la nation? Qu'est-ce qui va bloquer selon vous? Est-ce que je peux définir la nation? La nation est l'ensemble des individus établis sur un territoire déterminé, jouissant d'une histoire commune et ayant des valeurs culturelles communes. À partir de cela, nous avons au moins 450 ethnies dans notre pays. Et que nous savons que toutes les guerres qui ont eu
lieu dans notre pays où tous les conflits aujourd'hui, les Bakwa, les Bénin, c'est tout simplement à cause des ethnies. Et on sait, même le Belge savait comment manipuler les Balouba et les Louloua, les Katangais et les Kassayens pour avoir, même Mobutu, pour prolonger son régime. Il a utilisé quelques leaders katangais pour qu'il y ait cette crise. Vous voulez dire que le démembrement va favoriser les tribalismes? Je vous en prie, allez à Nituri aujourd'hui, allez à Chikapa aujourd'hui, allez à Kolwezi, ne fût-ce que ces trois agglomérations, on va vous dire que les gens ont d'ailleurs une autre perception du découpage, du démembrement, que c'est que les politiciens sont en train de se mettre dans la tête ici. Vous savez par exemple à Boukama, qu'est-ce qu'on entend chez Kabila Nkoulou? On entend le découpage comme maintenant Kinshasa va nous reverser, nous donner de l'argent. Très bien. Vous comprenez, il n'y a pas eu même une préparation. Est-ce que vous pensez que c'est ce point-là qui pourra faire en sorte qu'on puisse retarder la mise en place de nouvelles provinces? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? Ça dit, Joël vient de le dire, certains Congolais interprètent mal ces découpages territoriaux. Vous ne pensez pas que c'est le travail des politiciens, des acteurs politiques à pouvoir sensibiliser la population sur le bien fondé du découpage territorial, qui du reste, si il est bien appliqué, le découpage, il va quand même favoriser le développement. Très cher confrère. Allez-y. Je reviens sur cet ouvrage. Entre la révision constitutionnelle la mort de la nation. Et la mort de la nation. Comme on n'a pas obtenu la révision constitutionnelle, on peut maintenant créer des éléments de crise pourvu que le Congo meure. Maintenant, j'en viens. Vous parlez du découpage. Attendez. Découpage, morcellement, démembrement. On est riche en mots. Nous, les dictionnaires congolais, on est vraiment riches. Mais quel est le souci? Le souci, c'est qu'il faut rapprocher les gouvernants des gouvernés. Oui. Mais dites-moi, Barumbu qui est à quelques 800 mètres de l'hôtel de ville, Barumbu est développé? Je vous pose la question. C'est un autre sujet. Non, parce qu'il semble qu'il faut rapprocher les gouvernants des gouvernés. Voici maintenant mon raisonnement. Oui, allez-y. La Constitution a dit qu'il fallait rétrocéder aux provinces 40%. Pas rétrocéder, retenu à la source. Quelle retenue à la source pour aider? Non, je l'ai dit tout simplement. Retenue à la source pour favoriser le développement des entités. Est-ce que le gouvernement a appliqué ou a fait appliquer cette disposition constitutionnelle? Qui vous dit que en 2007, 2008, 2009 jusqu'en 2014, le gouvernement ne l'a pas fait et qui va le faire maintenant avec les 26 provinces? C'est ça le problème. Deuxième chose, l'argent pour lequel on doit dépenser, l'argent qu'on doit dépasser maintenant pour organiser ces élections, ça vient dans quel budget? C'est ça le problème. Oui, n'est-ce pas là les éléments de crise créés par ces régimes, créés au niveau du ministère? La CENI dispose d'un budget cyclique. Mais je vous apprends, je vais terminer par là. Il y a les fonds. Je vous apprends que nulle part, s'il faut revisiter le budget, nulle part on avait parlé des élections des 26 gouverneurs pour les 26 nouvelles provinces. D'abord, je vais terminer pour vous dire qu'au niveau de Guémena, ça brille. Il y a même des services qui font pression sur les députés qui doivent voter tel député soi-disant candidat de Tshisekedi, tel député candidat du président de la République, tel député candidat des Mamans Olive. Mais là, ce sont des éléments de conflit. Et nous tirons la sonnette d'alarme. Quand on est agent de service, il faut se limiter au service pour ne pas se mêler à la politique. Très bien. C'est encore à vérifier, hein. C'est vous qui donnez cette information. Je suis journaliste et je vous donne l'information. Oui, très bien. Je crois que les autorités responsables du service de sécurité pourront suivre de près ce que vous venez d'évoquer comme situation. Où c'est? C'est à Guémena. À Guémena, dans le sud de Bangui. Ce sont des éléments comme ça qui peuvent dégénérer des mains. Vous êtes candidat gouverneur. Vous avez compris. Alors, Nico Faïmbikaï, il y a les débats autour de la violation des dispositions constitutionnelles par rapport à la mise en place des nouvelles provinces. Joël Kadé et Serge Kabongo disent que c'est de manière précipitée qu'on est en train de mettre en place ces provinces. Vous ne pensez pas que c'est aussi ça, le respect de la Constitution? Même si vous avez dit tout à l'heure que c'est arrivé tard. Non, il faudrait... Moi, je crois que non, nous devons évoluer. Oui. Parce que dans la vie, lorsque les prémices sont mauvaises, le reste est gâché. Nous sommes maintenant, ça c'est la résultante de notre taxonomie. Lorsque les gens qui ont battu campagne pour cette constitution, aujourd'hui, commencent à décrire les découpages, ça pose problème. La jeunesse de tous les problèmes ici, ce n'est pas tout ce qu'on a été déformé. La jeunesse, c'est la constitution elle-même. Elle n'était pas adaptée aux réalités sociétales du Congo. Mais hélas, elle est déjà là. Elle a déjà parlé. Mais lorsque la Constitution a déjà parlé, et surtout qu'elle avait été passée au référendum, on ne peut plus encore continuer à tourner autour du pot.
Maintenant, nous sommes dans une phase de tourbillon juridique. Et c'est pour cela, le droit est limité. Il y a un principe qui dit, la politique tient les droits en état. C'est-à-dire, lorsque vous vous butez à une difficulté par une décision politique, on peut structurer une solution. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons. Là où les lois n'ont pas prévu, il y aurait une décision politique. C'est pour cela, moi, je dis ceci. Ces débats-là, là, vous donnez raison au vice-premier ministre qui a dit ceci. Non, tu vois, il y a un problème avec le gouvernement actuel. Les gouverneurs actuels sont très malins. Parce que, juridiquement, vous ne pouvez pas leur incomber la faute. Ils vont vous exhiber la Constitution. Elle a parlé. Ils se cachent derrière les droits. Mais politiquement, ils ont une part de responsabilité. Mais, étant donné que non, on n'a plus que les droits, c'est pour cela qu'il y aura tourbillon juridique, mais même s'il y a tourbillon juridique, il y aura une décision politique qui va l'emporter. Et quelle décision politique, c'est laquelle aujourd'hui? Et qu'il faudrait maintenant, parce qu'on n'a pas de problème d'insécurité, il y a des points d'exemple. Il faudrait qu'il y ait un État fort. Oui, on va clôturer. On va poser la toute dernière question. Bientôt, là, on va voir les gouverneurs pour les nouvelles provinces démembrées. Et conformément au calendrier de la CENI, les élections provinciales sont prévues au mois d'octobre. Et que probablement les nouveaux députés provinciaux pourront entrer en fonction au mois de janvier. Vous pensez que avec l'élection de gouverneurs pour les nouvelles provinces, il y a possibilité qu'on organise encore les élections au mois d'octobre? Vous pensez que le calendrier de la CENI ne sera pas modifié? Non, je crois déjà... Ces gens-là vont faire 2 mois, et surtout que nous savons comment ça se passe ici, l'administration, pour investir, pour investir les élus, les gouverneurs élus, ça va prendre quand même quelques temps, ce ne sera pas du jour au lendemain. Donc, qu'est-ce qui a déjà été fait dans le temps dans notre pays? En tout cas, rien. En fait, c'est la lecture que je fais de tout ce qu'il y a dans notre pays. Et les autorités ne font que ce qui leur paraît intéressant. Je vais y aller par un tout petit exemple. On parle aujourd'hui, on a parlé au début, nous avons vu les Italiens faire le tour chez Kimbuta sur les logements sociaux. Depuis le temps du vice-président Yerodia, on a entendu parler de logements sociaux. Au lieu de faire ces logements sociaux aujourd'hui, on donne les moyens aux privés qui construisent des histoires à des endroits qui étaient censés rester des zones vertes pour l'écologie. Dans la ville de Kinshasa, l'espace des Bandal, c'est parti. Aujourd'hui, on vous construit aujourd'hui un immeuble le plus intelligent du monde et qui pouvait être construit par exemple à Maluku, si on a besoin d'étendre Kinshasa. Non, je voudrais juste, ça c'était un exemple pour revenir pour vous dire qu'il n'y a rien qui a déjà été fait dans le temps par nos autorités et surtout si cela n'est pas dans leur intérêt, aujourd'hui on est en train de prévoir les glissements global et total. Mais maintenant, lorsque nous allons dans un glissement, alors qui glisse, on ne sait pas s'il va rester debout. Qui glisse doit tomber. Or, lorsqu'on tombe, on peut se blesser. Lorsqu'on tombe, on peut se fracturer. Lorsqu'on tombe, on peut même mourir. Alors, nous avons peur que de ce glissement total et global qu'on est en train de prévoir, qu'il y ait... Si il y a un glissement, je ne vais pas tomber. 30 secondes. Non, vous allez... Moi, je ne vais pas tomber. C'est un glissement total et global, mon cher. Nous glissons tous. Vous ne pensez pas qu'il y aura un glissement, il y aura... Tous ensemble, nous allons glisser. On va glisser, mais moi, je ne vais pas tomber. Le décor est déjà planté pour glisser ensemble. 30 secondes. Je crains fort. Parce que vous l'avez très bien dit, j'ai aimé votre réflexion, très cher confrère. Comment vous comprenez le fait que les députés qui seront élus, on va aller jusqu'au mois de novembre, mais pendant ce temps, ces institutions vont fonctionner comment? La CENI sera prise de coup. En même temps, elle doit s'arranger pour finir l'ensemble de scrutins et la mise en place de ce gouvernement provincial transitoire. En même temps, la CENI... Alors, que reste-t-il du calendrier global et inclusif de la CENI? Donc, le calendrier sera modifié. C'est ça le problème. Très bien. Nico Faimbikaï. C'est inévitable. 10 secondes. Non, il ne faut pas s'en cacher. C'est un stratagème de la majorité pour... Je dis, c'est la politique de fait accompli. Très bien. On vous met des faits pour que vous ne puissiez pas avoir encore d'occasion de prétexter. Mais néanmoins, il faut que ceux-là
qui sont concernés par cette démarche se mettent au travail, commencent à préparer même les élections. Attention, on risque de vous distraire, que vous puissiez tourner vos regards aussi longtemps que les jours avancent et que les élections ne sont pas préparées. Est-ce que tout le monde qui veut à ce qu'il y ait des changements, est-ce qu'il prépare les élections? Très bien, merci. Bon, c'est une question que vous adressez donc aux acteurs politiques impliqués dans le processus électoral en cours dans notre pays. Voilà, chers téléspectateurs, vous avez compris que les sujets étaient vraiment intéressants, qu'on n'a pas pu prendre le deuxième. Nous allions parler de la mise en place ou de l'investiture de membres de la Commission nationale des droits de l'homme, mais à faute de temps, nous allons prendre ça très prochainement. Il ne me reste plus qu'à dire merci aux confrères qui étaient venus, Serge Kabongo de Canal Congo Télévision, Joël Kadé d'Anga d'Impact News et Nico Faïmbikaï de